Alors, correction de la page 88-89 de votre manuel, des idéologies nouvelles. Premier document, donc la révolution en Allemagne en 1848. Quel est l'emblème de la revendication nationale des révolutionnaires? Là, c'est très simple, ben, c'est le drapeau. Le drapeau qui va représenter non pas les rois d'Allemagne ou les plus riches d'Allemagne, mais tous les Allemands. D'accord? Donc, c'est véritablement le drapeau, l'un des symboles forts de la nation allemande, française et puis toutes les autres nations vont avoir aujourd'hui un drapeau, en tout cas à partir de ces années-là. Et aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer un peuple ou une nation comme les Catalans ou comme les Palestiniens ne pas avoir de drapeau. Le drapeau, c'est un symbole national. Deuxième document, Karl Marx. Alors, de quelle catégorie sociale Karl Marx prend-il la défense? Vous l'avez au milieu de cette biographie. Il dénonce l'exploitation du prolétariat par les bourgeois. C'est-à-dire les bourgeois, ce sont les patrons, ceux qui détiennent le capital, c'est-à-dire tout l'argent. Eux, ces bourgeois-là, ces patrons, exploitent, c'est-à-dire qu'ils se servent de personnes plus pauvres, que l'on appellera prolétariat, d'accord? Donc en quelque sorte, les patrons exploitent les prolétaires, les patrons exploitent les ouvriers, ceux qui n'ont pas d'argent, d'accord? Donc voilà la catégorie sociale qu'il prend la défense, c'est le prolétariat. Il est le défenseur de tous les prolétaires du monde entier. Troisième document, donc, la deuxième internationale ouvrière, je ne vais pas reprendre le texte. Quel est le but d'une internationale ouvrière? Ah ben, son nom, il l'indique là, hein. C'est faire que tous les ouvriers, et de manière plus générale, que tous les prolétaires, ceux qui n'ont pas d'argent, en quelque sorte, soient unis, non plus dans un pays, mais dans le monde entier. Regardez ce qu'il y a là, par exemple, en Europe. On ne parle plus d'Allemagne, on ne parle plus de France, on ne parle plus d'Angleterre ou des États-Unis, on parle du monde entier. Tous les ouvriers sont dans la même condition. Ils doivent donc agir pour tout le monde. D'accord? Voilà ce que réclame cette internationale ouvrière. Il y en aura plusieurs, hein. C'est un rassemblement des ouvriers du monde entier pour mettre au point une politique qui les avantage. D'accord? C'est-à-dire des règles moins strictes, moins sévères, un temps de travail diminué, un salaire plus convenable. Voilà. C'est une association qui prend en compte tous les socialistes, tous les ouvriers, pardon. Quatrième document, donc, le socialiste Jean Jaurès, donc c'est lui, hein, défenseur du monde ouvrier, on l'a vu, Jean Jaurès, c'est véritablement l'homme le plus influent à la fin du 19e siècle et jusqu'en 1914. Et il est assassiné en juillet, à la fin juillet 1914, en France, dans un petit café. Il y a encore sa chaise aujourd'hui et la table sur laquelle il prenait son café. C'est véritablement l'homme le plus influent. Jusqu'à la fin de juillet 1914, on pensait que seulement lui pouvait éviter la Première Guerre mondiale. Quand il s'est fait assassiner, 3 jours après, la Première Guerre mondiale est déclenchée. Alors comment Jean Jaurès s'adresse-t-il aux mineurs? Eh ben, il va directement dans l'usine, regardez, il est à l'usine là. Il parle à tous les ouvriers et qu'est-ce qu'il peut dire? Eh ben, il leur dit tout simplement, unissez-vous, réclamez des droits, vous êtes plus nombreux que les autres, associez-vous, créez un parti politique comme la SFIO, rejoignez-nous au sein d'un parti politique et mettons en place, grâce à ce parti politique, un État socialiste, ou du moins dans un premier temps, un État qui favorise tous les ouvriers. Voilà ce qu'il dit. En quelque sorte, Jean Jaurès, c'est le représentant politique de tous les ouvriers. Et pour ces représentants du monde ouvrier, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de France, d'Allemagne, de Russie. Il n'y a qu'un monde séparé entre les ouvriers et les patrons. D'accord? Et c'est pour ça qu'il s'oppose à la Première Guerre mondiale. Il dit cette Première Guerre mondiale, c'est une guerre entre pays, mais les pays sont dirigés par les patrons. Donc, ne faites pas la guerre pour des patrons. Unissez-vous, ouvriers allemands et ouvriers français, vous êtes les mêmes. Alors, unissez vos forces. Cinquième document, donc l'Église catholique et la condition ouvrière. Selon le pape, quels sont les devoirs des patrons envers les ouvriers? Même l'Église, là, ici, demande aux patrons, alors c'est dans la fin du texte,
Ben, d'être plus sympa. Regardez, ne point traiter l'ouvrier en esclave. Donc, on demande au patron, soyez plus gentil avec vos ouvriers. Et inversement, on demande à l'ouvrier de rester fidèle à son patron. En quelque sorte, ici, Léon XIII demande une meilleure harmonie dans le monde de l'entreprise. Un patron plus sympa, un ouvrier plus fidèle, et tout se passe bien. C'est ce que je souhaite, ce que demande du moins ici la plus haute autorité de l'Église catholique. Et enfin, dernier document, un grand patron défenseur du libéralisme économique, un entretien avec Henri Schneider. Schneider, c'est certainement l'homme le plus riche de France à cette époque-là, hein. Il est tellement considéré, tellement populaire qu'il est à la fois patron d'une grande entreprise, mais également un politicien très influent. Il est maire de la ville du Creusot, là où il tient son entreprise. Il est tout puissant, en fait, Henri Schneider. Et lui, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'idée du libéralisme économique prôné, c'est-à-dire favorisé par les patrons, lui, il est clairement là-dedans. Regardez le capital sans lequel rien n'est possible. Vous voyez, plus que l'ouvrier, plus que tout, c'est l'argent qui domine finalement le monde du 19e siècle et même aujourd'hui. Sans le capital, il n'y a rien. C'est ce qu'il réclame. Donc il demande à ce que le travail, il le dit ici, soit complètement libre. Si l'ouvrier souhaite travailler 15 heures par jour, qu'il le fasse. Parce que justement, réglementer le travail, si on met des règles dans le travail, alors le capital est amoindri, c'est-à-dire qu'il est moins important. Comme le capital, c'est la chose la plus importante, il faut que tout le monde travaille pour que le capital soit le plus important. D'accord? Et il est vrai, si moi j'ai une entreprise aujourd'hui de voitures, j'aimerais que mes ouvriers puissent travailler 15 heures par jour. Si tous mes ouvriers travaillent 15 heures par jour, le capital est encore plus important. Mon entreprise de voitures est encore plus influente, plus puissante. C'est ce que réclament tous les patrons et c'est cette politique qui va à l'encontre, à l'inverse de Jean Jaurès, c'est on ne réglemente pas. Le capital doit se augmenter naturellement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt.